20 ans après l'interdiction du commerce international de l'ivoire, les éléphants continuent d'être massacrés pour leur défense. Moi, je vois pas un stock d'ivoire ici, là, je vois un cimetière d'éléphants. Ils sont d'autant plus menacés qu'ils n'ont plus de territoire à leur taille. En un siècle, la population des éléphants d'Afrique a été divisée par 10. Aujourd'hui, il n'en resterait que 500 000, dont 30 000 au Kenya. Dans ce pays, une femme exceptionnelle se bat pour sauver cette espèce. Depuis 30 ans, Daphné Sheldrick recueille des éléphantos orphelins. Nous avons déjà réussi à élever plus de 130 éléphantos dans cette nurserie. C'est un joli petit groupe. Les éléphantos ont bercé nos rêves d'enfants. Ceux que je vais rencontrer ne s'appellent pas Babar ou Dumbo, mais Kitiroa, Saitis et Syria. Leur histoire n'a rien d'un conte de fées. Pourtant ici, ils vont avoir droit à une seconde chance. Quelque part dans cette savane au sud du Kenya, un éléphanto est en danger. Il a été aperçu en train d'errer seul dans la réserve d'Amboseli. L'équipe du David Sheldrick Trust tente de le localiser. Aux côtés de ces sauveteurs, je m'apprête à vivre l'une des expériences les plus intenses de ma vie. On est en pleine saison sèche en ce moment au Kenya et c'est la période la plus critique pour les éléphants. L'eau et la nourriture sont très rares. Il faut intervenir très vite. Privé du lait maternel et de la protection de son troupeau, un jeune éléphant est condamné. Là, il doit être déshydraté, il doit avoir faim. Et la nuit, évidemment, ça devient une proie facile pour les lions, par exemple. Donc si on veut qu'il survive, il faut absolument l'attraper maintenant. Là, il est juste là. Il est juste là. L'éléphanto a trouvé refuge dans l'une des rares zones encore humides du parc. C'est sans doute grâce à cette eau qu'il est toujours en vie. D'après les rangers, ça fait plusieurs jours qu'il est tout seul. Mais on voit qu'il est totalement perdu. Et en même temps, le fait qu'il soit faible, ça va peut-être nous aider. Ce sera peut-être plus facile de le capturer comme ça. Ah. Ouais. Le problème, c'est qu'il est au milieu de l'eau et on ne sait pas si c'est très profond ou pas. Donc l'idée, là, ça va être de l'éloigner le plus possible des marécages. Bon, alors le but, ça va être de le stresser le moins possible, parce que le stress, ça peut tuer un éléphanto. On ne sait pas comment il va réagir là. Il va pas se laisser attraper. Face à nous, un animal de 500 kilos, effrayé et imprévisible. Même s'ils ont l'habitude de ce genre d'intervention, à chaque fois, les soigneurs prennent des risques. Vous le mettre par terre et une fois qu'il sera par terre, on pourra plus charger, ce sera plus facile. Au bout d'un quart d'heure, nous parvenons enfin à le maîtriser. À partir du moment où on va lui cacher les yeux, il va se calmer parce qu'il verra plus rien et il sera moins stressé. Difficile de savoir ce qu'il est arrivé à cet éléphanto. Où est sa famille? Était-il trop faible pour suivre les siens? Ou alors, comme dans la plupart des cas, sa mère a-t-elle été tuée par des braconniers? Là, c'est sûr que je peux pas le faire toute seule. Hein. Ok, let's go. Wewe madamu uingie. Chukua soda. Mmefanya vizuri, sisi tumefurahia kazi.
La course contre la montre continue. Pour qu'il ait une chance de s'en sortir, nous devons le conduire d'urgence à l'orphelinat pour éléphanto de Nairobi, à 250 km d'ici. Et c'est là que ça se complique. Petite devinette, comment faire tenir un éléphant dans un petit avion? C'est impressionnant comme il est lourd. Eh bien, tout simplement comme ça. C'est impossible de les anesthésier, ça peut être dangereux pour leur vie. Donc le but c'est vraiment de le maintenir, de faire en sorte qu'il ne bouge pas dans l'avion, parce que sinon ça va pas bien se passer. Malgré les sangles, je ne suis pas tout à fait rassurée. Et je ne suis pas la seule. Nous gardons tous un œil sur notre drôle de passager. Car s'il s'agite ou se détache, il peut déstabiliser l'avion. Le vol va durer 1 heure. Baptême de l'air pour un éléphanto. C'est assez insolite quand même de prendre l'avion avec un éléphant. Pas tous les jours qu'on fait ça. On apprend à faire connaissance. Arraché à la savane d'Amboseli, la vie de cet éléphanto vient de basculer. Il aurait dû grandir au sein d'une famille composée essentiellement de femelles et dirigée par la plus expérimentée d'entre elles, la matriarche. La mère, mais aussi les tantes et les cousins, participent tous à l'éducation du petit. Entre les pattes de ces colosses de 5 tonnes, il se sent en sécurité. Les éléphantos sont très sensibles psychologiquement. La famille est essentielle à leur équilibre. Sans elle, ils sont capables de se laisser mourir. Les éléphants ont beaucoup de choses en commun avec les hommes. Comme nous, ils sont adolescents vers 12 ans, adultes à 20 ans et peuvent vivre jusqu'à 70 ans. Notre petit rescapé, lui, ne reverra jamais sa famille. On peut facilement imaginer ce que ce bébé éléphant doit ressentir. Ici, on est à Nairobi, en plein milieu de la ville, des embouteillages, de la pollution. Il entend des bruits qu'il n'a jamais entendus auparavant. C'est sans doute le moment le plus difficile pour lui. On est bientôt arrivé. Après 1 heure de voiture, nous arrivons enfin à destination. Dans cet orphelinat un peu spécial, les opérations de sauvetage, c'est devenu la routine. Cet éléphanto est le 7e à être secouru cette année, le 60e en 2 ans. À chaque fois, la même piqûre de vitamines pour les aider à affronter cette nouvelle vie. Mais ce petit miraculé supportera-t-il cette première nuit en captivité? Le lendemain matin, je découvre un endroit unique au monde. Depuis 30 ans, ce centre dirigé par Daphne Sheldrick recueille des éléphantos venus de tout le Kenya, souvent victimes du conflit avec les hommes. Ici, une vingtaine de soigneurs font office de nounous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des bébés de 300 à 900 kilos. Ma première visite est pour notre rescapée, qui s'avère être en fait une rescapée, une femelle d'environ 1 an et demi, qui a déjà son petit caractère.
Elle est encore très sauvage et quand elle a ses oreilles comme ça, écartées, ça veut dire qu'elle n'est pas contente et qu'elle veut charger. Julius, comment s'est passée la nuit alors? Elle va déjà beaucoup mieux par rapport à hier. Cette nuit, elle a bien dormi, ça allait. Mais impossible de lui faire boire du lait. On va essayer de la nourrir et de lui donner du lait, mais elle n'est pas encore vraiment habituée au biberon, donc ça va être compliqué. On arrivera sûrement à la faire boire au biberon avant la fin de la journée. Et ça y est, elle a déjà un nom? Oui, on l'a appelée Kitirua. C'est le nom du marécage où nous l'avons secourue. Pour l'instant, Julius va être le seul à l'approcher pour essayer de gagner sa confiance. Pendant 2-3 jours, elle va rester ici et quand elle se sera habituée au lait, elle pourra rejoindre le groupe des autres orphelins. Le comité d'accueil est déjà là. Tout semble parfaitement organisé. Mais quand Daphné Sheldrick a ouvert son orphelinat, rien n'était simple. Au début, il n'y avait que ma fille et moi ici. Mon mari venait de mourir et nous avions décidé de nous installer dans le parc national de Nairobi. Quand le premier éléphanto est arrivé, je n'avais aucun soigneur. L'éléphant dormait dans notre chambre. En plus, il avait la diarrhée. Alors ma fille et moi, nous l'avons veillé jour et nuit en nous levant toutes les 3 ou 4 heures, juste pour être près de lui. C'est l'heure de la préparation des biberons et c'est toute une organisation parce qu'il faut des quantités énormes pour nourrir les 16 éléphantos qui sont ici. Chaque biberon peut contenir 2,5 litres de lait, sachant que le plus petit des éléphantos boit ici à peu près 10 litres de lait par jour et les plus gros jusqu'à 40 litres. Ça, c'est la poudre de lait des éléphantos qui est mixée avec l'eau. Et Daphné Sheldrick a mis plus de 20 ans à élaborer une alternative au lait maternel des éléphants. Elle a perdu beaucoup d'éléphantos avant d'y arriver, car s'ils n'ont pas un régime approprié, ils ne survivent pas. Vous n'êtes pas une scientifique et pourtant vous avez réussi à faire quelque chose que personne n'avait fait avant vous, c'est d'élever des très jeunes éléphantos. Alors c'est quoi votre secret ? Je ne suis pas une scientifique, mais je suis une naturaliste. Alors j'ai appris à connaître les éléphants en étudiant les troupeaux sauvages. Et si vous interprétez le comportement des bébés comme s'il s'agissait d'humains, maintenant que j'ai des petits-enfants, la comparaison est plus facile, vous êtes tout de suite dans le vrai. Parce que dans le fond, nous aussi nous sommes des animaux, nous ne sommes pas très différents. Le secret avec n'importe quel animal, c'est l'amour, l'empathie que vous avez pour lui. Et bien sûr l'expérience. C'est du porridge. Ça n'a pas beaucoup de goût en fait, hein. C'est pas sucré. Nous aussi, on peut en boire. Tu sais, les éléphants sont des animaux très humains. Donc, vous voulez dire qu'un enfant pourrait boire ça? Oui, bien sûr. Mais c'est pas encore la formule idéale pour eux. Non, personne ne l'a encore trouvé, mais on est sur la bonne voie. Ok. Allez. Alors voilà, là il court. Ici, toutes les 3 heures, c'est le rendez-vous des gloutons. Pause biberon pour ces bébés en pleine croissance et pas question d'être en retard. Ici, allez. Mais comment tu bois ça vite, toi? Une descente. Alors là, elle vient de boire 2,5 litres en à peine 10 secondes. Ah, Drop that one. Drop. ok. Non mais j'en ai plus là maintenant. Bah ouais mais c'est fini. Et elle se débrouille toute seule elle. And she can hold. Ouais, regarde, elle tient son biberon. Oh, c'est dingue, elle y arrive toute seule. C'est bon, c'est fini. Okay. Voilà. Oh, Melia. Come. Des gros bébés, hein. Saitis, Mourka, Kibo et les autres ont entre 9 mois et 2 ans. Chez Daphné, ils ont trouvé une nouvelle famille. Et ici, tout le monde est solidaire. Comme dans un vrai troupeau, les aînés guident les plus jeunes. L'activité principale, se nourrir. Chaque jour, ils dévorent des dizaines de kilos de feuillage et de racines. Ils y passent des heures.
Tout ça grâce à leur trompe, qui leur sert à la fois de nez, de bras et de mains. On leur souffle dans la trompe. Ça, c'est une façon de se présenter à eux quand ils ne nous connaissent pas. Généralement, ils dressent leur trompe pour savoir un peu qui on est. Et ils ont une mémoire olfactive très grande, donc ils se souviendront toujours de mon odeur. Mais ce n'est pas si facile de se faire accepter. Beaucoup ont vu leur mère se faire tuer sous leurs yeux. Alors forcément, ces animaux qui ont une excellente mémoire se méfient des humains et surtout des nouvelles têtes. Alors Saïtis, c'est la plus jeune du groupe, elle a à peine 9 mois. Et les plus grands éléphantaux se mettent autour d'elle pour la protéger, pour la rassurer, comme ils le feraient dans un troupeau sauvage. Saïtis a été recueillie à l'âge de 2 mois. Elle était toute petite, tellement fragile. On pense que sa mère a été tuée et que c'est lié au conflit de territoire entre les hommes et les animaux. Des fermiers ? Oui, des fermiers. Tu sais, tous les gens qui vivent autour des parcs nationaux et des zones protégées sont des fermiers. Alors on pense que sa mère a été tuée d'une façon ou d'une autre, parce que le conflit homme-animal finit toujours comme ça. La mère est tuée et dans la panique générale, le petit se retrouve séparé du reste du troupeau. Le vrai défi ici, c'est de redonner à Saïtis et aux autres l'envie de vivre. Pour oublier leur passé douloureux, ils doivent à tout prix s'intégrer au groupe. Et ce n'est jamais évident. Il y en a une qui reste un petit peu à l'écart, c'est Mourka. Elle a 2 ans, elle est arrivée il y a quelques semaines, dans un très mauvais état. Elle avait une lance en plein milieu du front, on voit encore la marque. Elle avait également l'oreille qui était coupée sur le côté et des traces de machette dans le dos. Elle n'aime pas qu'on l'approche, hein. Elle est encore très sauvage. Quand ils sont arrivés, ils étaient tous traumatisés, choqués. Et il a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'amour, de soins et d'attention pour qu'ils soient comme ils sont maintenant, ensemble, joueurs et prêts pour une nouvelle vie. Ces anges gardiens en blouse verte jouent un rôle fondamental dans cette famille recomposée. Comme des parents, ils incarnent l'autorité et apportent aussi du réconfort. Elle me dit, pourquoi tu as décidé de travailler avec eux et de donner autant pour eux? La population des éléphants se réduit. Ils sont tués à cause de l'ivoire. Alors, chaque fois que tu sauves un éléphanteau, tu fais quelque chose de vraiment important qui va aider les générations futures. Quand j'ai commencé à travailler ici, j'ai découvert que les éléphants étaient des animaux très intelligents, pleins de passion. En fait, ils me font penser à mes propres enfants. Si tu les appelles gentiment par leur nom, que tu les câlines, ils sentent que tu es content d'être avec eux et ils resteront avec toi. S'occuper d'un éléphanteau, ça te mobilise 24 heures sur 24. Ils te mettent de la boue partout, te marchent dessus, te poussent en permanence. Il faut les soigner, jouer avec eux. Il faut être prêt pour ça. Si tu ne les aimes pas vraiment, tu ne tiens pas 2 jours ici. Il faut vraiment avoir un cœur gros comme ça pour leur donner tout l'amour dont ils ont besoin. Et ils te rendent cet amour. Oui, oui. De l'amour, les soigneurs en ont aussi pour l'autre petit protégé de la savane, le rhinocéros. Celui-ci s'appelle Malim. Il appartient à l'une des espèces les plus menacées d'Afrique. Au Kenya, il ne serait plus que 600. Il est tout petit. Alors il faut veiller sur Malim, comme sur un trésor. Ça fait un moment qu'il est malade. On l'entend respirer, hein, il respire très fort. Oui, il a une pneumonie. C'est pour ça qu'il a du mal à respirer. C'est une sensation assez incroyable de toucher un bébé rhino comme ça. Approcher un rhino dans la nature, c'est impossible. Et les gens, en fait, chassent les rhinos pour leurs cornes. Ils en font des aphrodisiaques, ou ils en font aussi des manches pour faire des armes et des poignards. Voilà. Et lui, c'est aussi un petit orphelin. Et il va s'en sortir? Normalement, il devrait survivre. Nous avons déjà eu des cas de pneumonie avec nos éléphants. Mais c'est la première fois que nous traitons un rhinocéros. Je pense qu'il devrait se remettre petit à petit et qu'il pourra ainsi retourner dans la nature.
Ça fait mal au cœur là de l'entendre respirer comme ça. Pour Edwin, le chef des soigneurs, pas le temps de souffler. Ce soir, c'est lui qui dort avec Saitis. Car ces bébés ne restent jamais seuls. Donc là, c'est la fin de la journée. Il va être temps pour Saitis d'aller se coucher. Il est 5 heures. Et comme c'est le plus petit, il va se coucher plus tôt que les autres. Finished. Come on. Pas besoin de lui raconter une histoire de Babar. Saitis va s'endormir en 5 secondes chrono. Top départ. Oh, c'est important de la couvrir. Parce que les éléphantaux sont très sujets aux pneumonies. Et on est à Nairobi, à 1500 mètres d'altitude. Donc il fait froid pendant la nuit. Comme les enfants. Ça ressemble à quoi de passer une nuit avec un éléphant? Dormir avec un éléphanto, c'est un peu comme passer la nuit aux côtés d'un bébé humain. Tu dois te lever toutes les 3 heures pour lui donner son lait. Parfois, Saitis se réveille. Elle vient tout près de moi pour vérifier si je suis là. Et après, elle retourne se coucher. Quand elle dort comme ça, si j'ouvre la porte et que je sors, elle le sentira. Là, elle se sent bien, elle est rassurée. Si personne ne s'occupe d'eux, ils se sentent rejetés, abandonnés. Ça les stresse et ça les traumatise. Ils peuvent facilement se laisser mourir. Saitis, tu as l'impression qu'elle fait des progrès? Qu'elle va mieux depuis qu'elle est arrivée ici? Oui, Saitis va s'en sortir. Elle a fait beaucoup de progrès. Elle était toute chétive. Mais maintenant, elle reprend des forces. Et avec le soutien des autres, elle s'intègre. Elle grandit et s'amuse avec eux. Elle essaie de se nourrir avec les feuilles. Oui, elle se bat pour vivre et rester avec les autres. Tous ces bébés seront bichonnés dans cette crèche jusqu'à l'âge de 2 ans. Ils seront alors prêts pour une nouvelle étape, celle du retour dans la savane. Bonne nuit, Saitis. J'ai envie de savoir ce qui attend Saitis, Kitirua et les autres d'ici quelques mois. Direction le 2e centre de Daphné Sheldrick, à 300 km de Nairobi, dans le parc de Tsavo, la plus grande réserve du pays. Un peu partout au Kenya, on voit les villes qui s'étendent, les villages qui grignotent de plus en plus les espaces sauvages. Alors là, les éléphants se retrouvent encerclés de plus en plus. Ils sont davantage en contact avec la population, donc ça crée des conflits. Alors on dit souvent que les éléphants sont trop nombreux, mais c'est pas le vrai problème. Le problème, c'est le fait qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Dans ce pays de 40 millions d'habitants, et grand comme la France, la démographie explose. Au rythme actuel, la population aura doublé en 2050. Pour certains, les éléphants sont devenus encombrants et représentent même l'ennemi public numéro 1. Ces grands nomades trouvent de plus en plus d'hommes sur leur route. Ils saccagent les champs des agriculteurs et parfois ils tuent. 30 personnes par an en moyenne au Kenya. L'immense parc de Tsavo est l'un de leurs derniers refuges. Un paradis pour la faune sauvage. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Dans les années 70 et 80, Tsavo a été la cible privilégiée des braconniers. Des milliers d'éléphants ont été massacrés ici. Avant, ils étaient 40 000. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 10 000. Alors, pour repeupler cette région, Daphné Sheldrick a fait le choix de relâcher ici une partie de ses orphelins. Aujourd'hui, la réserve porte toujours les stigmates des grands massacres. Les troupeaux sont plus petits, les éléphants plus jeunes. Les anciens reconnaissables à leur grande défense ont quasiment disparu.
Les survivants n'ont sans doute rien oublié de ces années noires. Pourtant, en les regardant, je suis frappée par leur apparente sérénité. Avec leurs airs de grands sages, les géants de Tsavo représentent un espoir. Une future famille d'adoption pour Saïtis et Kitirua. Chaque année, un petit groupe d'éléphantaux de la crèche de Nairobi est transféré ici. Dans le deuxième centre de Daphné Sheldrick, ils sont aujourd'hui une quinzaine, tous candidats à un retour à la vie sauvage. Ici, l'ambiance est radicalement différente par rapport à l'orphelinat de Nairobi. D'abord, les éléphants sont plus grands, ils ont entre 2 et 5 ans. Et puis ici, ils vont apprendre à être indépendants. Donc il n'y a plus d'étables individuelles, des soigneurs qui dorment avec eux. Ils passent la nuit ensemble, entourés de barrières électriques qui les empêchent de sortir, mais qui empêchent également les prédateurs de les attaquer pendant leur sommeil. Ce ne sont plus vraiment des bébés. Certains ont d'ailleurs les défenses qui commencent à pousser, mais ils n'ont pas perdu pour autant les bonnes habitudes. C'est pas exactement pareil que de nourrir Saïtis. Il y a un changement de dimension. Le lait est mélangé avec de l'eau pour les sevrer petit à petit. Et ils n'ont plus que 4 biberons par jour. Ok, mais toi, es trop grand, toi. Voilà. Ah non, mais il faut que je fasse bon. Il faut se méfier de ces gros costauds devenus aussi lourds qu'une camionnette. Car sans le vouloir, ils peuvent à tout moment m'écraser ou me projeter à plusieurs mètres. Allez. Il est 7 h du matin et c'est le début des cours à l'école de la savane. Des travaux pratiques pour apprendre à se débrouiller tout seul dans la nature. Fini la crèche, ici c'est la vraie vie. Autour de nous, il y a des buffles, des girafes et des lions. Alors les jeunes éléphants ne s'éloignent jamais de Joseph, le responsable du centre. Je les connais tous par leur nom et chacun a sa personnalité. Comment ils savent ce qu'ils doivent manger? Parce que pour eux, c'est un nouvel environnement. En plus, c'est la saison sèche. Alors ça, ils l'apprennent tout seuls? Chaque jour, ils peuvent approcher des troupeaux sauvages et ainsi, ils observent ce qu'ils mangent. Pendant la saison sèche, la nourriture est plus difficile à trouver. Donc, ils suivent ces éléphants et ils les copient. Cela fait 10 ans que Joseph s'occupe d'orphelins. Son chouchou ici, c'est Syria, un jeune mâle de 4 ans. Il est grand, on oublie que c'est un bébé. Il est énorme, hein? Il doit bien peser 2 tonnes maintenant, un sacré morceau. Il veut ta main. Oui, mais il a des grosses dents. C'est plus pareil, c'est plus des bébés, quoi. C'est plus des bébés. C'est bizarre de se faire téter la main par un éléphant qui fait 2 tonnes. Parce que je suis une tétine, en fait. Je leur tétine. Tu as beaucoup de force. Oui, c'est ça, tu veux encore. Le problème, c'est que sa trompe, elle pèse 2 tonnes aussi, quoi. Ça me va bien, la trompe, hein. Qu'est-ce qui est arrivé à Syria? C'est une victime du braconnage. Quand ils s'en sont pris à sa mère, il était à ses côtés. Le troupeau s'est dispersé et Syria s'est enfui. Il s'est retrouvé tout seul. Heureusement, il a été repéré par des bienfaiteurs qui nous ont appelés pour qu'on vienne le secourir. Syria, il a ses défenses qui commencent à sortir.
Dans un sens, moi j'aimerais bien qu'elles sortent jamais parce que plus elles vont être grandes, plus il va être vulnérable. Ah mais non mais attends, mais moi je peux pas tout le monde. Et oh, j'ai que 2 mains, hein. Et j'ai que 2 mains. Il t'entoure de sa trompe et il te signifie qu'il se sent vraiment bien. Même si ici tu essaies de les rendre plus indépendants, ils cherchent quand même le contact avec les hommes. Pendant toute la période où ils restent à l'orphelinat, ils sont proches de nous, car nous leur procurons des soins et de l'amour. Mais quand ils voient des étrangers arriver au loin, ils s'enfuient. Ce réflexe, ils l'ont acquis grâce aux éléphants sauvages. Il va falloir couper le cordon un peu avec eux. Ici, on ne reçoit pas beaucoup de visiteurs, parce qu'on veut que les éléphants deviennent réellement indépendants. Ils doivent comprendre qu'ils appartiennent à la nature et pas au monde des hommes. Allez, Kenya, ne sois pas jaloux. Tu vois, il le pousse. Il veut que je m'occupe de lui. Alors il lui dit, « Va-t'en, va-t'en, c'est mon ami, ce n'est pas le tien. » Mais pour que tous les efforts de Joseph ne soient pas inutiles, il faut aussi lutter contre le braconnage. Pour réduire le nombre d'orphelins et tenter de sauver les éléphants, la meilleure solution, c'est de protéger les troupeaux sauvages. Alors ça, c'est le métier de ces rangers. Ils appartiennent au KWS. Le KWS, c'est l'organisation gouvernementale chargée de protéger l'environnement au Kenya. Au total, 500 hommes et femmes travaillent à Tsavo et dédient leur vie à protéger la vie sauvage. Tous ces hommes sont armés car leur mission est dangereuse et ils doivent pouvoir se défendre face aux braconniers. Pour débusquer les braconniers, cette unité patrouille jour et nuit dans chaque recoin de ce parc gigantesque. Les trafiquants n'hésitent pas à pénétrer dans les réserves protégées. Beaucoup viennent des pays voisins, la Somalie ou la Tanzanie. Qu'est-ce que vous cherchez en priorité? Des empreintes de pas. Parfois, les braconniers viennent chasser ici pour se procurer des défenses d'éléphants ou des cornes de rhino. Alors on suit leurs traces. Il y en a un qui part en éclaireur parce que c'est une zone assez dangereuse, on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté. Donc il faut qu'on reste en retrait et qu'on attende qu'il nous donne le feu vert. C'est bon. Il y a quelques semaines, ici, une autre patrouille a arrêté 2 braconniers. L'année dernière, 26 éléphants ont été tués à Tsavo. Si les autorités kenyanes protègent autant ces animaux, c'est aussi parce qu'ils attirent les touristes. Et le tourisme, c'est la 2e source de revenus du pays. Nous sommes sur une piste. Les traces de pas que nous suivons nous conduisent jusqu'à des pièges. Le principe est très simple, c'est une vieille méthode pour chasser des animaux ici. En fait, l'animal se prend la tête et plus il va se débattre, plus le piège va se refermer sur lui et va l'étrangler. Donc ce piège peut tuer une antilope. Par contre, si un éléphant se prend le pied ou la trompe là-dedans, eh bien, il va être blessé et va agoniser plusieurs jours avant de mourir. Aujourd'hui, les trafiquants utilisent de plus en plus les armes à feu et les flèches empoisonnées, plus efficaces. Ramasser ces morceaux de fil de fer peut paraître dérisoire, mais chaque piège enlevé, c'est peut-être un animal sauvé. En un quart d'heure, on en a trouvé 5 déjà. Ça montre le nombre de pièges qu'il y a ici. En quelques heures, nous avons trouvé des dizaines de pièges, mais aucun braconnier. On vient de nous prévenir qu'un éléphant a eu un accident à l'entrée du parc, à quelques centaines de mètres d'un village.
Qu'est-ce qui se passe? Cet éléphant a été percuté par un train la nuit dernière. Et les gens se battent pour la viande. Si notre parc avait des clôtures électriques pour empêcher les animaux d'en sortir, ça serait peut-être mieux. Mais ce n'est pas le cas. Alors ce genre d'accident arrive souvent. Les éléphants, les zèbres et d'autres animaux se font renverser par les trains. Dès que nous apprenons qu'un éléphant a eu un accident, nous allons très vite sur place pour retirer les défenses, les mettre en sécurité et éviter qu'elles atterrissent dans de mauvaises mains. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des éléphants? Vous avez des problèmes avec eux? Oui, parfois. Mais tout ça, c'est un peu triste. En même temps, j'ai de la viande pour nourrir toute ma famille. Vous savez, j'aimerais continuer à les voir en liberté. Ok, asante. Asante. Qu'est-ce que tu ressens? Je suis triste, vraiment triste. C'est toujours le problème du territoire entre l'homme et l'éléphant. Je suis un peu perdue. Ah, ils attaquent les pieds là, c'est horrible. Ah, et puis l'odeur. Lorsqu'un éléphant meurt, c'est toujours une perte immense. Pense au temps de gestation, à toutes ces années qu'il faut pour arriver à donner naissance à un bébé. Alors dès qu'on perd un éléphant, oui, c'est dramatique. Est-ce que les gens qui sont ici sont aussi ceux qui mettent les pièges, qui tuent les éléphants? Oui, certains d'entre eux. Tu sais, les gens ici aiment la viande de brousse. C'est culturel. Et puis, ils s'en prennent aux éléphants parce qu'ils s'approchent des fermes. Ils mangent les récoltes. Alors pour ces villageois, c'est un peu comme une vengeance. Quand on voit l'attitude des gens là, on comprend que voilà, le rapport avec les éléphants est difficile et que pour eux, un éléphant mort, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est pour ça que les éléphants, ils sont vraiment victimes de la pauvreté, quoi. C'est ce qu'on voit là, c'est exactement ce qu'on voit là. Grâce à cet éléphant, il y a peut-être 200 personnes qui vont réussir à manger aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, on doit aller. Ouais. On doit. Je retourne à l'orphelinat de Nairobi, prendre des nouvelles de Kitty Roy, la petite rescapée que nous avons ramenée en avion. Deux semaines se sont écoulées depuis son arrivée. Elle a maintenant rejoint le groupe des autres orphelins. Mais le cœur n'y est pas vraiment. Come on, Kitty Roy, come. Kitty Roy, come. Come on, Kitty Roy. Quand les éléphantos arrivent ici, ils sont toujours déprimés. Et c'est sûrement le cas encore pour Kitty Roy. On voit bien, elle reste à l'écart des autres, elle ne sait pas quoi faire. Voilà, elle laisse pendre sa trompe comme ça et elle se nourrit même pas. Il y a encore sûrement un mois, elle était avec toute sa famille dans le parc d'Amboseli, en train de courir en toute liberté. Là, elle se retrouve ici avec d'autres éléphantos, sans les siens et avec des hommes avec qui elle a sûrement jamais été en contact. Donc ça doit être dur. Kitty Roy apprendra qu'il y a aussi des petits moments de bonheur dans cette nouvelle vie. Contre les coups de déprime, les soigneurs ont d'ailleurs une technique plutôt inattendue. Si on m'avait dit qu'un jour je jouerais au foot avec des éléphants et qu'ils seraient meilleurs que moi, l'air de rien, c'est aussi comme ça que les soigneurs parviennent à créer des liens entre les éléphantos.
Score final, 2-0, victoire écrasante des éléphants. Leur redonner goût à la vie, les sauver, est un combat de tous les jours. Un combat qu'on peut perdre à chaque instant. Sur les 200 éléphantaux que Daphné Sheldrick a recueillis, seule la moitié a survécu. Ils peuvent aller bien, être en pleine forme à midi et mourir à 18 heures. Ça peut aller très vite. Les éléphants sont extrêmement fragiles quand ils sont en bas âge. Dans un monde parfait, ils ne devraient pas avoir d'ennemis. Mais leur ennemi maintenant, c'est l'homme. Mais pour vous, ça doit être très dur chaque fois que vous en perdez un. On pleure toutes les larmes de notre corps, et les soigneurs aussi, parce qu'ils les adorent. Les éléphants suscitent beaucoup d'émotions. Vous vous battez pour eux depuis 50 ans. Est-ce que vous pensez qu'ils ont encore un avenir sur notre planète? C'est notre société qui décidera. Est-ce que l'on veut que les éléphants survivent ou préfère-t-on entretenir le commerce avec la Chine et les pays asiatiques où la demande d'ivoire explose, en sachant que l'ivoire est juste quelque chose de décoratif? Je me bats aussi contre les zoos qui enferment les éléphants. Ça ne marche pas, c'est comme enfermer à vie un être humain dans un placard. Il y a des animaux qui peuvent vivre en zoo, mais pas les éléphants. Il leur faut de l'espace, beaucoup d'espace. C'est pour ça que l'ivoire doit être totalement retiré du marché. Et cela mettra fin à la corruption de certains hauts dirigeants qui gèrent les espèces sauvages. Depuis 20 ans, le commerce international de l'ivoire est interdit. Une mesure qui a été efficace pendant quelques années. Mais aujourd'hui, à cause de la demande asiatique, le trafic a repris de façon alarmante. Chaque jour en Afrique, une centaine d'éléphants est tuée pour cet or blanc, si recherché et pourtant inutile. Au Kenya aussi, le sujet est sensible. Mais les rangers du parc de Tsavo ont accepté de me montrer l'ivoire qu'ils ont saisi cette année. Voilà, la principale raison pour laquelle on tue les éléphants, c'est pour ça, pour l'ivoire. Et ici, il n'y a qu'une petite partie qui a été confisquée auprès des braconniers. Tout le reste part sur le marché international. Alors souvent, on pense que le problème de l'ivoire est réglé, qu'il est derrière nous. Ben voilà, la preuve que non. À 1 200 € le kilo d'ivoire, une seule défense peut peser 60 kilos et se négocier jusqu'à 70 000 €. Il y a quelques mois, les douaniers de l'aéroport de Nairobi ont fait une saisie record de 2 tonnes. Ce qui est dur, c'est d'imaginer que dans ce lot, il y a peut-être les défenses de la mère de Saitis ou des autres orphelins que j'ai rencontrés. Moi, je vois pas un stock d'ivoire ici, là, je vois un cimetière d'éléphants. Un éléphant a-t-il vraiment plus de valeur mort que vivant ? Le spectacle de ces géants qui viennent boire chaque soir à la même heure au pied de Mundanda Rock est l'un des plus beaux au monde. Et il n'a pas de prix.
Leurs ancêtres sont apparus sur Terre il y a 50 millions d'années, bien avant nous. Mais aujourd'hui, leurs jours sont comptés. À quoi ressemblera la savane sans éléphants ? Certains matins, des visiteurs inattendus s'invitent à l'orphelinat de Tsavo. Ces éléphants sont d'anciens pensionnaires de Daphné Sheldrick. Ils ont retrouvé la vie sauvage, mais reviennent parfois pointer le bout de leur trompe et chaparder un peu de nourriture. Émilie est la matriarche de ce petit groupe. Aujourd'hui, elle a 13 ans. Elle est arrivée, elle a été sauvée quand elle avait à peine quelques semaines. Et voilà, maintenant, elle est immense. Elle a même donné naissance à un éléphanto. C'est peut-être la plus jolie preuve du succès du programme de Daphné Sheldrick. Les éléphants ont une très grande mémoire, c'est pas une légende. Alors évidemment, ils se souviennent de tous ces soigneurs qui se sont occupés d'eux pendant des années. Alors, le lien est toujours très fort avec eux, même si le but, c'est d'approcher le moins possible ces éléphants afin de respecter leur nouvelle liberté. Avant d'en arriver là, les protégés de Joseph ont encore des progrès à faire. Ils passeront en moyenne 4 à 6 ans à l'école de la savane. Un véritable budget pour le centre. Un éléphanto coûte 700 € par mois en médicaments, en lait et salaire des soigneurs. Quand on est avec eux comme ça, je comprends ton engagement, je comprends pourquoi tu t'occupes d'eux. Mais est-ce que tu imaginais un jour pouvoir t'occuper d'éléphants ? Je n'imaginais pas qu'un jour je puisse m'occuper d'eux comme cela. J'ai été élevé dans la crainte des éléphants, dans l'idée qu'ils étaient méchants, qu'ils pouvaient tuer les gens ou leur faire du mal. En fait, à cause de tous ces conflits de territoire, ici les gens ont peur d'eux. Quand on voit Syria comme ça, on n'a pas l'impression qu'il va bientôt partir. Il partira, mais c'est lui qui choisira le moment. Il aime la liberté, mais il est très proche des soigneurs. Alors peut-être qu'il restera ici un peu plus longtemps que d'autres. En quelques jours, à peine, je suis déjà attachée à lui, donc j'imagine que toi, après plusieurs années, ça va être difficile de le laisser partir. Ça va être difficile. Quand il va partir, il va nous manquer et nous serons inquiets. Est-ce qu'il sera toujours en sécurité dehors ? Nous faisons régulièrement des patrouilles pour voir si ceux qui sont partis vont bien. Et si c'est le cas, on est heureux parce qu'on a réussi. Ils appartiennent au monde sauvage, ils doivent y retourner. Syria partira quand il se sentira prêt. Dans 2 ans, 3 ans, peut-être plus. Un soir, il décidera de ne plus rentrer au centre et vivra enfin la vie qu'il aurait dû toujours avoir. Ce sera alors un jeune adolescent et les éléphants sauvages qu'il aura côtoyés ici le guideront. Je quitte le parc de Tsavo en imaginant l'avenir de Syria et les défis qu'il devra encore relever pour se faire une place au milieu des hommes, mais aussi au sein de sa propre espèce. Il devra se montrer le plus fort pour conquérir les femelles et assurer sa descendance. Lui aussi profitera de sa liberté, des joies de la savane et des bains rafraîchissants que les éléphants aiment tant.
Avant de quitter le pays des éléphants, je fais un dernier crochet par l'orphelinat de Nairobi pour savoir si Kitty-Roi va mieux. Tu fais de nouveaux amis ici. Hein. Je ne l'ai pas vue depuis 10 jours. C'est incroyable comme elle a changé. Déjà, elle est plus grise du tout. Elle est comme les autres. Elle s'est roulée dans la terre, donc elle a aussi cette couleur rouge. Elle est dans un bien meilleur état que la dernière fois où on l'a vue. C'est incroyable, elle s'est habituée aux hommes. Et elle a changé en très peu de temps. Les éléphants sont très intelligents. Ils se rappellent de tout. Elle sait pourquoi elle est ici. Elle communique avec les autres éléphants. Ils lui parlent. Et elle sait sûrement que nous l'avons sauvée. C'est pour ça que son comportement a évolué et que maintenant elle est moins farouche. C'est la plus belle. Pour Kitty-Roi, la marche vers la liberté prendra encore plusieurs années. En attendant de se jeter dans le grand bain, elle prend ses marques dans le petit bassin de la crèche. Comme les autres, elle s'amuse dans la boue et la terre, indispensable pour protéger sa peau du soleil et se débarrasser des parasites. Je garderai longtemps en tête l'image de ces énormes truffes en chocolat, comme un formidable espoir pour tous les orphelins sauvages.